On va se livrer à l'exercice des 3 raisons d'investir sur. Je vous demande d'accueillir le directeur des relations actionnaires d'Orange, Bertrand de Ronchen. Bertrand, on va commencer juste, si vous le voulez bien, toujours en toute transparence. Je vous montre le cours d'Orange sur les 5 dernières années, le podium du CAC 40 sur l'année dernière, et on essaie de regarder tout ça, vous allez me commenter tout ça. Alors, les chiffres. On voit que Orange a connu un parcours difficile au début de ma période, sur 5 ans. On voit que la performance, vous avez surclassé la concurrence sur l'année passée. Je précise tout de suite, personne n'a tilté tout à l'heure. Quand j'ai fait le graphe avec Bernard Hébrand sur le CAC 40, on avait mis une performance qui était positive. Or, dans l'esprit général, le CAC 40 a légèrement baissé l'an dernier. En fait, la règle, c'est qu'on a appliqué tout à l'heure, c'est qu'on a appliqué la performance réelle, c'est-à-dire la performance dividende réinvestie. Là, en l'occurrence, j'ai pris ce graphe sur un site de bourse, donc qui est un graphe de cours. Donc on part grosso modo à 16 et on arrive à un peu plus de 14. La réalité des choses pour un investisseur, c'est que ce graphe, il est faux, puisque sur la période, il y a 5,38 € de dividendes par action. Racontez-moi ce qui s'est passé, pourquoi une telle baisse, pourquoi un tel rebond? Alors, peut-être vous préciser d'abord, bonsoir Jean-François, bonsoir à toutes et à tous. Peut-être vous préciser que le secteur des télécommunications, d'abord qui on est, Orange. Orange, on est l'un des principaux, parce que je pense que vous pensez naturellement nous connaître. Mais est-ce que vous savez que nous ne sommes pas qu'en France, nous sommes également un opérateur européen dans le secteur du mobile, voire un opérateur mondial pour notre activité entreprise, comme vous avez sous les yeux. Orange, c'est un chiffre d'affaires. Alors, j'ai bien écouté ce que vous avez dit et ce qu'a écouté Cindy David. Je ne vous parlerai pas des résultats de 2014, que je ne connais pas d'ailleurs, mais sur la base de nos résultats de 2013, Orange, ça représente un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros et des investissements qui représentent 13% de ce chiffre d'affaires. C'est environ un peu moins de 160 000 salariés dans le monde, au service de 240 millions de clients, comme vous avez sous les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans? Il s'est passé plein de choses. Disons que ce qui a été le plus marquant pour nous, ça a été l'arrivée d'une concurrence que l'on peut appeler, on va dire, sauvage, qui s'est traduite par une guerre des prix. En France, vous le connaissez, on a pu parler, pour ne pas le nommer, on a pu parler de Free-Nami, qui est arrivé tout début de l'année 2012, même d'ailleurs avant. Simplement, ça s'est traduit par une guerre des prix. Qui dit guerre des prix dit baisse des marges, auxquelles nous avons dû, nous, comme tous les autres opérateurs en France, nous adapter. C'était également cette situation, nous l'avons retrouvée dans quasiment tous les marchés européens. Le groupe a bien changé. Bon, on a été marqué récemment par le changement de nom. Puisque avant c'était France Télécom, opérateur historique, devenu Orange. Le groupe a vraiment connu une forte évolution au cours des dernières années. Le groupe a vraiment, effectivement, d'abord, ne serait-ce qu'en termes de nombre de clients, d'évolution du nombre de clients, et d'ailleurs non pas la période des acquisitions à tout va dans le monde des télécoms qui avait créé quelque part cette bulle Internet qu'on a pu, et cette bulle télécom qu'on a pu connaître au début des années 2000. Non, c'est là maintenant, on est beaucoup plus. Ces 240 millions, c'est pour l'essentiel de la croissance organique, de la croissance interne. Donc le groupe a, oui, radicalement changé. Nous nous sommes séparés de certaines de nos filiales. Nous en avons acquis certaines autres sur des pays dans lesquels nous étions présents, avec une zone d'ailleurs que nous regardons principalement et qui est un relais de croissance. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires y a progressé de 7%. C'est toute la zone Afrique, Moyen-Orient qu'on appelle AMEA chez nous, avec des vrais succès
et surtout un nombre de clients en hausse et un chiffre d'affaires en hausse. Donc là, si on regarde cette carte, on voit ce qui est en orange clair, c'est les activités entreprises. Ce qui est en orange plus foncé, c'est à la fois l'activité entreprise et l'activité grand public. Il n'y a guère que le Groenland que nous ne couvrions pas. Ok, juste comme ça, d'un point de vue pratico-pratique, nous en France, on a des logiques d'abonnement. C'est comme ça que ça se passe. L'Afrique, c'est pareil, où il y a des spécificités commerciales selon les pays? Alors, je vais vous dire que l'Afrique n'existe pas en tant que marché. L'Afrique, c'est très différent, puisqu'entre un pays comme le Maroc, la Tunisie ou le Botswana, alors le Botswana est un marché de forfait. Le Botswana, c'est ce que vous avez juste au-dessus de l'Afrique du Sud, qui est surnommé la Suisse de l'Afrique. Il y a des mines de diamants, c'est un pays très très riche. Et alors, nous sommes présents dans des pays comme le Niger. J'ai un point, alors là, c'est un pays qui est beaucoup moins riche. On est sur des cartes prépayées, il n'y a pas d'abonnement. J'ai un point que j'ai oublié de vous préciser dans notre carte d'identité, c'est que nous avons 7000 points de vente à travers le monde. Qu'est-ce qu'on entend par point de vente? C'est la boutique Orange que nous connaissons à Paris, en banlieue ou dans nos régions, mais c'est également ce que l'on appelle des vendeurs parapluies en Afrique, à Bamako où j'étais il n'y a pas très longtemps. Ce sont des vendeurs qui ouvrent un parapluie rempli de cartes prépayées. Donc des modes de commercialisation de nos offres totalement différents d'une zone à l'autre. Ok. Alors Bertrand, je vais vous demander de vous livrer un exercice, de me faire l'article de la société. Je disais tout à l'heure que pour investir en action, il fallait 3 raisons. Donc, je dis comment vont se passer les choses. Vous allez me donner 3 raisons. Moi, je vais voir si j'ai envie de vous embêter ou si j'ai pas envie de vous embêter derrière. Et comme de toute manière, on a un temps limité, naturellement, les gens qui sont dans la salle derrière pendant la pause pourront venir vous voir pour vous dire « mais moi, je pense ça du secteur, mais dites-moi, il y a ça qui m'intéresse ». Puisque, comme je dis, la perception de chacun d'une société, ça dépend de son vécu, de son expérience, etc. Alors, 3 raisons d'investir sur Orange. Si on regarde la première raison, c'est quoi ? La première raison, c'est effectivement un marché en croissance ou, au-delà d'un marché en croissance, un marché très porteur. Et ce slide que vous avez sous les yeux est particulièrement marquant et particulièrement parlant. Le volume mondial des données transportées sur les réseaux des opérateurs, volume mondial, vous voyez, a été multiplié par 240 en 2 ans. C'est tiré, alors non pas de nos sources propres, mais du rapport annuel de la Fédération française des télécoms. Donc ce sont des données consolidées, des données vérifiées et vérifiables. Vous voyez donc cette explosion. Vous avez tous, j'imagine, un téléphone mobile. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, ont ce que l'on appelle un smartphone ou téléphone intelligent en traduction. C'est-à-dire maintenant, le téléphone mobile, pour s'en tenir qu'à celui-là, ça sert à bien d'autres choses qu'à téléphoner, envoyer des SMS. Déjà, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez aller sur des réseaux sociaux, vous pouvez même maintenant, et de plus en plus, et c'est là que l'on rejoint la problématique du marché en croissance, bientôt, vous pourrez effectuer des transactions, et de plus en plus. On a un produit, je parlais de la zone AMEA tout à l'heure, qui s'appelle Orange Money, qui permet, et là c'est bien parce que c'est une innovation qui pour une fois ne vient pas de l'Europe vers l'Afrique, c'est l'inverse. C'est une innovation qu'on a lancée d'abord sur les marchés africains pour bientôt aller sur les marchés européens. On vient de fêter le 12 millionième client. Donc là, vous êtes en train de nous dire que non seulement on est passé de notre bon vieux téléphone fixe où il n'y avait que ça, au fait que maintenant on a du fixe, du mobile, de la voix quand je parle et de la donnée, avec ce qui arrive avec mon internet qui arrive sur mon téléphone, mais également on va avoir des applications financières désormais à travers son téléphone. On va avoir des applications financières. Il faut savoir une chose, alors ça c'est quelque chose de prouvé de façon scientifique et ça choque toujours un petit peu lorsque je le dis, c'est que la carte SIM que vous avez dans votre téléphone est plus sécurisée que la puce que vous avez sur votre carte bancaire. Ça vous paraît peut-être un petit peu une vision du futur. J'ai envie de prendre un pari avec vous. Je pense que ce que l'on appelle le M-Banking ou le M-Payment, c'est quelque chose qui va arriver très très rapidement ici en France. Il s'agit pas, et quand je dis très rapidement, on n'est pas sur une échéance 2025. Ça va arriver beaucoup plus rapidement. Autre chose que je voulais dire par rapport à cette application, cette explosion du domaine cette explosion du trafic de données, ce qu'on appelle la data, c'est que pour supporter tout ça, il faut des réseaux. Nous, on a un réseau qui couvre 450 000 km, c'est-à-dire 10 fois le tour de la Terre. C'est quelque chose qui est très, il faut des réseaux qui soient de plus en plus puissants, de plus en plus intelligents. Il faut savoir que l'année dernière, 2013, dernier
chiffres publiés, nous avons investi 5,6 milliards d'euros, ça représente environ 13% de notre chiffre d'affaires, et 69% de ces, on va dire 70%, si vous me faites cadeau du pourcent, du petit point, 59% sont investis dans nos réseaux. Donc vous voyez, on se doit de s'adapter, alors même que, et j'y reviendrai tout à l'heure, les circonstances ne sont pas toujours favorables pour investir. Eh bien nous continuons à investir, on croit en l'avenir, 13% de notre chiffre d'affaires. Ok, alors raison numéro 1, un marché en croissance. Ça, je le pressentais un peu. Vous venez de m'ouvrir de nouveaux horizons avec cette histoire bancaire. Et je ne vous ai pas parlé, Jean-François, des objets connectés, j'aurais été trop long, mais ce que l'on appelle, par exemple... Il ne marche plus, mon bracelet, là. Voilà, c'est peut-être un problème de pile. Mais les objets connectés, il y en a environ, ça c'est Cisco, l'équipementier qui le dit, il y en a environ 15 milliards en circulation. D'ici 2020, il prévoit plus de 50 milliards d'objets connectés dans le monde. Un objet connecté, c'est quoi? C'est effectivement votre petit bracelet qui, d'ailleurs, on peut avoir des applications même en matière de santé qui prend votre tension et qui l'envoie directement à votre médecin traitant. C'est, pour prendre une autre application, pour les fanatiques de tennis, ça a été développé par Babola, le fabricant de raquettes, c'est la raquette connectée qui vous permet de suivre votre évolution. C'est Nike, vous le connaissez bien, cette application pour ceux qui font du jogging, ça vous permet de suivre l'évolution de votre entraînement. Et c'est, nous là on a un contrat avec Nespresso par exemple, c'est la machine à café qui se connecte directement lorsqu'elle est entartrée, lorsqu'elle a une panne. Bien. Raison numéro 2. Un secteur en consolidation. Alors là, avant, je voudrais vous citer un chiffre qui est un chiffre frappant et qui vous montrera que ce secteur en consolidation, c'est une évolution inéluctable. Aux États-Unis, vous avez 4 opérateurs. Vous avez 4 opérateurs mobiles, dont 2 ont une part de marché supérieure à 70% de ce marché. Vous avez en Chine, pour environ 1,3 milliard d'habitants, vous avez 3 opérateurs, dont le premier, China Mobile, pour ne pas le nommer, a un parc de clients de 800 millions de clients. Vous avez d'autres pays, le Japon, la Corée. Alors nous, en France, on connaît la 4G. Dans ces pays, ils sont déjà dans la 5G. La fibre est déjà une réalité. Vous avez 3 opérateurs et vous avez une zone qui s'appelle l'Europe. Vous avez environ 500 millions d'habitants. Vous avez plus de 120 opérateurs, ce à quoi vous rajoutez 28 régulateurs, sans oublier un 29e qui s'appelle Bruxelles. Donc c'est le bazar. Cette situation n'est pas viable. Alors, on va commencer par regarder le marché français. Ouais. Marché français, là, on voit la situation en 2013. L'événement de l'année 2014, c'est ce rapprochement entre SFR et Numéricable. Pourquoi j'ai vu Stéphane Richard, le patron de la maison, qui lors de ses vœux disait bah oui, il y a urgence, la consolidation, il faut qu'on finisse à 3. Ça change quoi cette consolidation pour les actionnaires? Alors ça change quoi cette consolidation? Et d'ailleurs, on parlait alors je ne dirais pas des raisons d'investir, mais en tout cas si je me mets sur un côté prospectif, cette consolidation en cours ou à venir, ça a été l'une des raisons principales, je pense, de notre évolution boursière l'année dernière. Cette attente de consolidation, elle est également réclamée par les marchés. Je ne me prononcerai pas, je ne peux pas me prononcer sur la stratégie des autres opérateurs, je ne suis absolument pas là pour ça. Simplement, lorsque l'on voit que les prix en 3 ans, les prix des services mobiles, alors que, et peu de gens le savent, la France avait déjà les prix des services mobiles parmi les moins chers d'Europe et du monde développé. Quand vous prenez un forfait aux États-Unis, ça vous coûte beaucoup plus cher. Les prix ont baissé de 21%, alors que pendant ce temps-là, en cumulé, l'inflation augmentait de 11%, le prix des transports ferroviaires de 20%, et je ne vous parle pas du gaz de ville, plus 44%. Donc là, vous nous dites trop d'acteurs, grosso modo. On a eu perte, effectivement, guerre des prix, on dit baisse de chiffre d'affaires, baisse des marges, alors même, et ça je l'ai dit tout à l'heure, que nous devions investir. Alors, j'en viens quand même aux questions. Je ne vais pas vous faire parler des concurrents, mais quand même un peu. Quid de ce qui va se passer sur Free, donc qui voulait faire une opération aux États-Unis qui ne se fait pas? Et deuxième question, puisque
puisqu'on nous parle de consolidation en France, qui peut se rapprocher de Bouygues Télécom? Alors ça, je pense qu'il faut poser la question à Monsieur Niel et à Monsieur Bouygues. Simplement, nous, qu'est-ce qui se passe? Nous, quelle est notre réaction? Et ça, on ne va pas commenter encore une fois la stratégie des autres opérateurs. Nous, la consolidation, vous l'avez dit Jean-François, nous l'appelons de nos voeux. En France, pour nous, il va être très dur d'y participer. Puisque nous sommes numéro 1 du marché, il y a des lois en France, bien sûr, que nous respectons, il y a une autorité de la concurrence, et alors même que nous avions dit que nous étudions le dossier Bouygues, souvenez-vous, c'était en fin d'année dernière, on voyait déjà, bien sûr, toutes les concessions que l'autorité de la concurrence nous aurait amené à faire. Ça, c'est le marché français, mais ça ne veut pas dire que nous ne participons pas à ce marché européen, à ce mouvement européen de consolidation. Qu'est-ce qu'on fait en Espagne? En Espagne, ils ont 4 opérateurs et nous sommes présents. Eh bien, nous sommes en train, c'est toujours devant la Commission européenne, la fameuse, mais nous sommes en train de racheter un opérateur mobile, qui est d'ailleurs un opérateur convergent, qui est très fort dans la fibre, ça nous intéresse beaucoup là-bas. On achète Jastel, on est en train de racheter Jastel. Et on y participe à contrario, d'ailleurs, sur le marché britannique, puisque nous avions une co-entreprise ou une joint venture avec l'allemand Deutsche Telekom pour un opérateur qui s'appelle II, et nous avons d'ores et déjà annoncé que nous étions en négociation exclusive pour vendre cet opérateur. Donc la consolidation, pour vous le montrer, pour vous le prouver, elle est véritablement inscrite dans les faits. Après, quid après l'échec américain de Free, qui peut se rapprocher de Bouygues Télécom? Ça, je ne peux pas répondre. Ce que je vous conseille simplement, c'est de bien regarder la presse, parce que dans les semaines, les mois, j'ai pas d'informations particulières, loin de là, mais c'est quand même des dossiers, c'est un marché français qui est tenu à évoluer et qui va évoluer. Si on regarde, si on fait des choses clairement, il y a 2 hypothèses qui existent. Soit, de toute manière, il y a un rapprochement entre Free et Bouygues Télécom qui, paraît-il, s'entendent pas bien. Soit c'était ce qui a été présenté par l'étude d'un bureau d'études hier, c'est SFR Numéricable qui tente un rapprochement. Dernier point. C'est ce que j'ai lu. Dernière raison de s'intéresser à Orange. Le maintien des marges. Alors le maintien des marges, ça ne vous... Alors c'est donc les derniers chiffres publiés, c'est sur 9 mois. Ça n'apparaît peut-être pas à la simple lecture de ces chiffres. Lorsque vous voyez un chiffre d'affaires sur 9 mois hors réglementation qui baisse de 2% ou de moins 3,2%, on a une évolution par trimestre qui est très positive, c'est-à-dire que l'érosion de notre chiffre d'affaires liée au 4e opérateur, liée à la baisse des prix que nous avons connue en France, elle tend à se limiter de plus en plus. Et là, je regarde un petit peu mes notes pour ne surtout pas me tromper dans les chiffres, mais au 3e trimestre, notre chiffre d'affaires a baissé de 1,3%. Je vous rappelle qu'au 4e trimestre de l'année 2013, notre chiffre d'affaires avait baissé de près de 4%, moins 3,8%. Donc une baisse du chiffre d'affaires qui tend à se limiter de plus en plus, avec une contribution importante d'ailleurs de la France, contrairement à ce qu'on pourrait penser. L'EBITDA. L'EBITDA, c'est quoi? L'EBITDA, c'est on est d'accord, c'est l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, vous voyez, il représente 31,9% du chiffre d'affaires. C'est une marge importante qui justement nous permet d'investir les 13% du chiffre d'affaires. Là aussi, vous voyez, 0,0 point. On était dans le cadre d'une évolution négative. Nous avons stabilisé notre EBITDA. Notre objectif, je vous le rappelle, c'est un EBITDA pour 2014 je vous donne rendez-vous 17 février, c'est le jour de publication de nos résultats, entre 12 et 12,5 milliards d'euros. On est totalement dans les clous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce qu'on limite l'érosion de sa rentabilité dès lors que le chiffre d'affaires baisse? Eh bien, on se serre la ceinture, on se retrousse les manches, et sur les 9 premiers mois, nous avons économisé 660 millions d'euros de coûts d'exploitation après quasiment 1 milliard, on était à 990 millions d'euros d'économies réalisées sur 2013. Donc pour faire des économies, vous n'avez pas limité les investissements? Ça n'a pas été ça la stratégie? Surtout pas. On a maintenu nos investissements dès lors en plus que nous avons toujours, et c'est ce que je disais, 59% de nos investissements dans les réseaux. On doit investir, on se doit d'investir en matière de fibre, en matière de 4G. Je vais vous donner un exemple. Lors de l'attribution de la licence de la 4G, dans la loi, il était inscrit que nous devions couvrir 25% du territoire français. Eh bien, à la fin de cette année, nous avons déjà couvert 72% du territoire français. Donc on est largement au-dessus
au-dessus de la simple obligation légale. Allez, deux, trois petites questions pour finir. Deux, trois petites questions. Je vous dis tout de suite la convergence de mes questions. Je disais tout à l'heure que j'aimais bien le bénéfice net par action, mais que je commençais à dire qu'il fallait commencer à regarder la ligne du haut, c'est-à-dire l'activité et le chiffre d'affaires. Vous évoquiez des gens qui avaient des vieux téléphones et qui n'étaient pas passés au smartphone. Il s'avère que dans mon entourage, j'ai quelqu'un qui devait payer 20 € d'abonnement ou 25 € d'abonnement pour un truc pourri, qui était chez Orange. Et donc, qui était chez France Télécom à l'époque, et donc qui a téléphoné, qui dit voilà, maintenant je vais acheter un nouvel appareil, etc. Qu'est-ce que vous me proposez? Et donc, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on lui a dit c'est très bien, on vous propose de prendre un abonnement à 15 € chez Sosh. Comment vous allez réussir à croire votre chiffre d'affaires si quand le client, sur un truc qu'on lui vendait un tarif pas possible, vous l'orientez sur un truc qui coûte moins cher où il y a beaucoup plus de services? Alors clairement, Sosh, c'est une marque, ce qu'on appelle chez nous, et dans marketing, une marque tactique. C'est sûr que face à la baisse des prix que nous avons constatée, que je mentionnais tout à l'heure, on ne pouvait pas rester avec simplement une seule marque. Sosh, c'est vraiment, alors, c'est une marque qui s'adresse principalement, ça s'appelle la segmentation marketing. Sosh, ça s'adresse principalement à des jeunes connectés. Vous me flattez, je suis client. Ça, en tout cas, des gens qui ont l'habitude, déjà c'est une marque online. Vous ne pouvez souscrire que si vous avez un accès à Internet, que si il y a vraiment une segmentation très précise. Orange, ça fait, à mon avis, vous devriez aller dans une boutique Orange aussi. Vous apercevriez que le prix des forfaits Orange a passablement baissé, c'est moins qu'on puisse dire, et que la différence de tarif entre Sosh et Orange, elle est maintenant devenue très ténue. Dernier point que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que Orange, c'est quoi? Orange, c'est plutôt des services plus, comme on dirait, ou des services à valeur ajoutée qui ont quelques succès. Je prends par exemple notre offre, ce qu'on appelle Quadruple Play, c'est-à-dire Internet fixe, mobile et télévision, qui s'appelle Open. C'est une offre qui est en pleine explosion. On en est aujourd'hui, ne serait-ce que sur la France, à 4,4 millions de clients. Donc voilà comment on recrée de la valeur, qui a été notre principale problématique. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, la première raison sans doute de notre montée en bourse, ça a été quoi? Ça a été la consolidation du secteur et ça a été justement cette stabilisation de nos marges qui a été reconnue par le marché, un signe. Nous avons publié 3 fois des résultats l'année dernière, le 6 mars pour nos résultats annuels, les semestriels et les trimestriels sur 9 mois. À chaque fois, l'action a très bien réagi. Je parle du 6 mars où pourtant on annonçait un chiffre d'affaires qui baissait de 3,8%. L'action a pris 10,5% en une seule séance. Bertrand Moranchène, on vous applaudit.